Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais une vidéo sur l'appareil cardiovasculaire et je vous fais également une petite partie sur l'appareil respiratoire avec notamment la segmentation des poumons et de l'arbre bronchique. Donc tout d'abord on va parler de l'anatomie générale du cœur. Donc je vais mettre le cœur, c'est un muscle strié creux qui est constitué de 4 cavités. On a 2 cavités droites et 2 cavités gauches qui constituent respectivement le cœur droit et le cœur gauche. Donc le cœur droit est composé de l'atrium droit qui reçoit le sang désoxygéné, désaturé de la grande circulation. Et le ventricule droit, lui, éjecte le sang désoxygéné vers les poumons, c'est la petite circulation, pour réaliser l'hématose. Ensuite, on a le cœur gauche. Donc le cœur gauche est constitué de l'atrium gauche, qui reçoit le sang oxygéné via les veines pulmonaires, et ensuite le ventricule gauche qui lui envoie le sang dans la circulation systémique, c'est-à-dire vers l'aorte. Les atriums et les ventricules sont en communication par les ostia atrio-ventriculaires, droit et gauche, au niveau desquels vont s'insérer des valves. Donc on va avoir 2 valves atrio-ventriculaires et 2 valves artérielles. Ces valves permettent la circulation unidirectionnelle du sang. Ensuite, on décrit le cœur selon une forme pyramidale triangulaire. Couché et donc à base postérieure et à sommet antérieur. Donc la base, on dit qu'elle est postéro-droite et le sommet qu'il est antéro-gauche. Donc il faut savoir que le cœur, il a bien une position centrale, il est vraiment derrière le plastron sternocostal, mais il a un grand axe qui est en avant, en bas et à gauche. Donc le grand axe, il a cette direction-là sur le schéma, et c'est pourquoi en fait on dit que le cœur est à gauche, mais en fait c'est juste l'apex du cœur qui va se trouver derrière les cartilages costaux gauche. Autrement, on lui décrit 3 faces, avec notamment donc une face antérieure qui correspond à cette face-ci, qui est la face sternocostale et donc qui va être directement en contact avec la face postérieure du sternum. On décrit également une face gauche ou une face pulmonaire qui est donc en contact avec le poumon gauche. Et ensuite, on lui décrit une face inférieure, une face diaphragmatique, qui repose sur le centre phrénique, donc sur la partie immobile du diaphragme. Et enfin, on décrit aussi des ligaments de fixation du cœur que nous décrirons avec le péricarde. Lorsque l'on observe le cœur, c'est difficile de voir vraiment des éléments parce qu'il faut savoir qu'il est entièrement recouvert de graisse et on peut distinguer en revanche quelques reliefs et notamment les sillons. Donc les sillons du cœur, on va décrire les sillons interatriaux, c'est-à-dire les sillons qui sont entre les atria. Donc on va avoir en antérieur et en postérieur. On va également avoir des sillons interventriculaires qui sont entre les ventricules du cœur. Et ces deux types de sillons, donc interatrial et interventriculaire, sont situés dans l'axe du cœur. Ensuite, on va décrire les sillons atrio-ventriculaires, donc entre les atria et les ventricules, qui eux sont perpendiculaires à l'axe du cœur et qui vont former une couronne autour du cœur. Et donc là, vous voyez où je veux en venir, c'est dans ces sillons que circulent les coronaires, et c'est pourquoi on les appelle coronaires, parce qu'elles forment une couronne autour du cœur. Donc ici, sous le curseur, on a le sillon interventriculaire antérieur, donc entre le ventricule gauche et le ventricule droit. Ici, également en vue antérieure, on a le sillon interatrioventriculaire antérieur, donc entre l'atrium droit et le ventricule gauche. Et on retrouve pareil à la face postérieure du cœur, à savoir ici le sillon interatrial postérieur qui a une forme de S italique, et ici un sillon atrio-ventriculaire postérieur entre le ventricule gauche et l'atrium gauche,
Et enfin, un sillon interventriculaire postérieur qui prolonge le sillon interventriculaire antérieur qui se trouve donc entre le ventricule gauche et le ventricule droit. Donc lorsque l'on regarde le cœur sur une vue antérieure, c'est-à-dire sur la face sternocostale, on va pouvoir identifier l'atrium droit qui se situe ici, qui va recevoir le sang veineux de la veine cave supérieure et de la veine cave inférieure. On va également distinguer l'auricule droit qui va contourner par l'avant le pédicule artériel, et on va voir le ventricule droit. On va également pouvoir distinguer l'apex du ventricule gauche ainsi que l'auricule gauche qui se projette en avant et qui est une extension de l'atrium gauche. Enfin, au niveau des vaisseaux supracardiaques, on va pouvoir voir le tronc de l'artère pulmonaire qui se divise en artère pulmonaire gauche et artère pulmonaire droite. Donc il faut savoir que l'artère pulmonaire gauche, elle est située dans l'axe du tronc de l'artère pulmonaire, tandis que l'artère pulmonaire droite se situe à 90 degrés de l'axe du tronc de l'artère pulmonaire. Pour ce qui est de l'aorte ascendante et de la crosse aortique, on va pouvoir décrire donc les vaisseaux supracardiaques avec ici le tronc artério-brachiocéphalique qui va se diviser en carotide commune droite et en subclavière droite. Ici, on va retrouver l'artère carotide commune gauche et ici l'artère subclavière gauche. Ici, sur cette vue postérieure du cœur, nous pouvons observer la base du cœur. Donc on va distinguer les deux faces postérieures des atriums droit et gauche, et on se rend compte que l'atrium gauche est totalement horizontal, tandis que l'atrium droit est lui vertical. L'atrium gauche reçoit le sang oxygéné qui provient des poumons à travers 4 veines pulmonaires. Donc on a 2 veines pulmonaires droites et 2 veines pulmonaires gauche. On note également la présence de l'auricule gauche qui va donc prolonger l'atrium gauche vers l'avant et qui se localise en dessous de l'artère pulmonaire gauche. Il est également important de connaître la croix des sillons qui va être le point de rencontre entre le sillon interventriculaire postérieur, le sillon interatrial, donc ici, et le sillon atrio-ventriculaire postérieur qui est ce sillon-ci. Et au niveau de cette croix des sillons, on va pouvoir retrouver le sinus coronaire qui récupère le sang veineux du cœur et qui le ramène dans l'atrium droit. Désormais, nous allons nous intéresser aux valves artérielles. Donc les valves artérielles sont au nombre de 2 et donc nous avons 2 valves artérielles et 2 valves atrio-ventriculaires, ce qui fait 4 valves en tout dans le cœur. Les valves artérielles se localisent au niveau du sommet des infundibulums ventriculaires. Donc les infundibulums, ce sont l'extrémité des ventricules à la jonction entre le ventricule et le tronc artériel qui en sort. Donc les valves artérielles sont dites sigmoïdes et elles possèdent des points communs mais aussi des différences. Pour ce qui est des points communs, nous les décrivons sous la forme de 3 cuspides semi-lunaires qui ont une forme de nid d'hirondelle. Elles ont une insertion par leur bord inférieur et un bord supérieur libre qui va se prolonger par un nodule. Ensuite, pour ce qui est des différences, ça va notamment être le fait que la valve aortique possède 2 cuspides antérieures et une cuspide postérieure, alors que la valve pulmonaire va elle posséder 2 cuspides postérieures et une cuspide antérieure. Ici, sur les photos, il s'agit d'une valve aortique que on a pu observer lors d'une dissection donc en 2e année. Et donc ici, juste sous on voit très mal, mais juste sous le curseur, vous pouvez voir un stent. Et donc, on est ici au niveau de la cuspide antéro-droite de la valve aortique.
En fait, c'était un cœur qui était vraiment très pathologique avec beaucoup de graisse, de cholestérol, donc d'athérome. Et donc on peut supposer avec ce stent que la personne à qui appartenait le cœur avait fait un infarctus du myocarde et donc qui était dû à une plaque d'athérome dans l'artère coronaire droite. Et donc le stent est mis au cours d'une coronarographie, c'est-à-dire qu'on va injecter du produit de contraste au niveau du sinus de l'aorte, sinus de Valsalva, et on va pouvoir analyser si le produit de contraste, via une radio notamment, une radiographie, si le produit de contraste circule dans les coronaires. Et enfin, lorsqu'on voit la lésion, donc la coronaire est totalement fermée, le produit de contraste ne passe pas, le cardiologue va pouvoir dilater la coronaire avec un ballonnet qu'il gonfle pour casser la plaque d'athérome, et ensuite il va insérer un stent qui va gonfler et qui va permettre au sang de recirculer dans la coronaire et de venir irriguer le myocarde. Donc sur cette diapo, on va pouvoir évoquer les deux valves atrioventriculaires, donc une valve tricuspide qui se situe entre l'atrium droit et le ventricule droit, et qui possède, comme son nom l'indique, 3 cuspides. On a une cuspide antérieure, une cuspide postérieure et une cuspide septale, donc c'est-à-dire une cuspide septale qui s'insère sur le septum interventriculaire. Donc les valves atrioventriculaires sont des replis d'endocarde et elles ont, à la différence des valves artérielles, des valves sigmoïdes, un bord libre qui va être rattaché directement au myocarde, donc au muscle du ventricule, via des cordages tendineux, donc que l'on peut voir ici. Ici on a la valve septale et on a le cordage tendineux qui est ici et qui vient s'insérer sur les muscles papillaires qui sont donc des replis de myocarde et recouverts d'endocarde au niveau du ventricule droit. On retrouve la même chose pour le ventricule gauche, donc on décrit tout d'abord la valve mitrale qui elle ne possède que 2 cuspides, une cuspide antérieure et une cuspide postérieure. Donc la cuspide antérieure est celle-ci et la cuspide postérieure est celle-là, et il faut savoir donc que on retrouve également des cordages tendineux. J'ai pas d'image ici pour les cordages tendineux qui s'insèrent dans le ventricule, mais qui vont donc insérer le bord libre des valvules de la valve mitrale dans le ventricule gauche. Et alors ces cordages tendineux, à quoi servent-ils ? Eh bien lorsque l'on va être en systole, la pression dans le ventricule va être tellement importante que si on n'avait pas ces cordages tendineux, eh bien les valves feraient prolapsus dans les atriums. Et donc ça veut dire qu'on perdrait totalement notre systole, puisque le sang, au lieu de partir dans l'artère pulmonaire ou l'aorte, retournerait dans les atriums, ce qui serait catastrophique. Désormais, je vais passer à la description de l'atrium droit, puis du ventricule droit, et enfin du ventricule gauche. Donc l'atrium droit, on le décrit, on le compare déjà à un cube irrégulier à 6 parois. Donc on lui décrit 6 parois. Tout d'abord, on va décrire une paroi latérale qui est ici sur le schéma récliné. Donc en fait, on a fait une incision avec un bistouri de cette façon-là, et ici. On va regarder que cette partie-là qui concerne l'atrium. Donc la paroi latérale, on va lui retrouver des muscles pectinés qui sont orientés horizontalement, qui sont en fait juste des petits replis comme on voyait tout à l'heure comme les muscles papillaires. Ça a la même forme que les muscles papillaires, mais il faut pas les confondre. Muscles pectinés dans l'atrium droit, muscles papillaires dans les ventricules. Et les muscles pectinés, il faut savoir qu'ils ont une orientation horizontale. Ensuite, on va décrire une paroi médiale. Donc la paroi médiale, c'est celle que l'on voit ici au fond. La paroi médiale, elle constitue le septum interatrial et atrio-ventriculaire. Alors ne vous méprenez pas, le septum atrio-ventriculaire, c'est quelque chose qui fait quelques millimètres, c'est vraiment tout petit.
et donc c'est ce qui va mettre en rapport l'atrium droit avec le ventricule gauche. Et si on rentre un peu plus dans le détail, en fin de compte, ça va correspondre également au septum interventriculaire. Donc le septum interventriculaire va être en avant musculaire et en arrière membranacé, fibreux. Et bien ce septum atrioventriculaire est un prolongement de la partie membranacée du septum interventriculaire. On va également retrouver donc le foramen ovale, qui est un reliquat de la communication entre les deux oreillettes, droite et gauche, lorsque l'embryon se forme. Et autour du foramen ovale, on va retrouver l'anneau de Vieux-Sens, qui a une forme concave vers le bas. Ensuite, on va décrire une paroi antérieure. Donc la paroi antérieure correspond à l'ostium atrioventriculaire droit sur lequel s'insère la valve tricuspide. Et donc on retrouve bien ici la cuspide antérieure, la cuspide postérieure et la cuspide septale. Pour la paroi postérieure, il faut savoir qu'elle existe, mais on ne lui décrit pas grand-chose si ce n'est des sinus veineux qui ne nous importent peu. Et enfin, nous avons une paroi supérieure qui correspond à l'orifice de la veine cave supérieure et qui va émettre donc l'expansion de l'auricule. Donc l'auricule appartient à la paroi supérieure de l'atrium droit. Et enfin, la paroi inférieure qui correspond à l'ostium de la veine cave inférieure et qui est délimitée par la valvule d'Eustache. Au niveau de cette paroi inférieure, on retrouve également l'ostium du sinus veineux coronaire. Donc le sang veineux du cœur arrive dans l'atrium droit au niveau de cet ostium. Donc désormais, intéressons-nous au ventricule droit qui a une forme donc pyramidale triangulaire. Et donc nous retrouvons sur ces parois les muscles papillaires qui sont des trabécules charnus sur lesquels s'insèrent les cordages fibreux de la valve tricuspide. Donc les muscles papillaires, ce sont ces petites élévations que l'on voit ici au niveau du myocarde du ventricule droit sur lesquels s'insèrent les cordages fibreux de la valve. On peut également distinguer pour ce ventricule droit deux chambres qui sont séparées par la crête supraventriculaire, encore appelée éperon de Wolff, qui se situe donc entre l'orifice de la valve tricuspide et celui de la valve pulmonaire. Alors ici sur la photo, c'est assez compliqué de vous le montrer, mais on dirait, donc là on a l'infundibulum de l'artère pulmonaire. Donc c'est-à-dire que lorsque le ventricule se contracte, le sang va monter de cette façon et va ici au bout on retrouve la valve pulmonaire. Donc la crête, l'éperon de Wolff, ce serait cette partie-là qui redescend de cette façon. Voilà. Et donc ça nous sépare une chambre atriale qui reçoit le sang du l'atrium et une chambre de chasse qui est donc en rapport avec l'infundibulum de l'artère pulmonaire et qui permet au sang lors de la systole d'être chassé vers le tronc de l'artère pulmonaire. Et enfin, il faut également noter la présence de la trabécule septomarginale ou de la bandelette ensiforme qui est une trabécule charnue qui provient de cette crête supraventriculaire. Donc en fait, le tout aurait cette forme-là. On a la crête supraventriculaire et ensuite le prolongement, la bandelette ensiforme, qu'on voit pas vraiment, c'est vu de l'esprit, l'anatomie, vous savez bien. Et donc, elle circule tout d'abord à la face septale du ventricule droit et vient ensuite à la face antérieure du ventricule droit. Et cette bandelette ensiforme va contenir la branche droite du faisceau de His. Et le faisceau de His, si vous ne le savez pas encore, c'est un faisceau qui permet à l'influx électrique de circuler dans le ventricule afin de dépolariser les cardiomyocytes pour effectuer la contraction ventriculaire.
Désormais, nous allons donc décrire le ventricule gauche qui a une forme conique et qui présente lui deux parois. Une paroi septale que l'on voit ici au fond et une paroi gauche qui ici a été réclinée sur le schéma. Donc la paroi septale forme le septum interventriculaire qui est musculaire en avant. Donc le fond ici est musculaire. Donc c'est la paroi entre les deux ventricules. Donc en avant est musculaire et en arrière est membranacée. C'est sur cette partie membranacée que je vous disais que les valves atrioventriculaires s'insèrent, donc notamment la valve mitrale ici représentée et la valve tricuspide dont nous avons parlé tout à l'heure. Et c'est au niveau de cette partie membranacée que nous allons pouvoir retrouver le septum interatrioventriculaire qui met en rapport le ventricule gauche avec l'atrium droit qui est derrière. La pointe du cœur est entièrement comprise dans le ventricule gauche et elle est totalement accolée au poumon. De même, on décrit au ventricule gauche une division en deux chambres, avec notamment une chambre atriale qui reçoit le sang de l'atrium gauche et une chambre artérielle qui se situe donc entre la cuspide antérieure de la valve mitrale et la paroi septale. Donc la chambre atriale serait ici, sous le curseur, et la chambre de chasse ici. Donc vous voyez ici la valve antérieure de la mitrale, et là le septum interventriculaire. Donc ici on retrouverait notre chambre de chasse. Et donc on comprend bien que lors de la systole, la valve est ouverte, l'accès à l'infundibulum aortique est complètement fermé par la valvule antérieure, et donc c'est la diastole, le ventricule se remplit. Lors de la systole, la mitrale se referme, l'accès à l'infundibulum aortique est ouvert, et donc le ventricule se contracte, le sang peut être éjecté vers l'aorte. Désormais, nous allons nous intéresser à la vascularisation du cœur. Donc, comme je vous le disais au tout début, le cœur est totalement recouvert de graisse. C'est pas pathologique, au contraire, lorsqu'on a des frottements, donc le cœur qui bat beaucoup toute la vie, le corps va mettre dans les zones à protéger, dans les zones de frottement, dans les zones de vide, du gras. Donc il va en avoir plus ou moins, mais un cœur qui est recouvert par une fine couche de graisse n'est pas du tout pathologique, au contraire. Et d'ailleurs, cette graisse va pouvoir protéger les coronaires qui permettent la vascularisation, l'afflux sanguin du myocarde. Et donc on se rend compte que c'est très important que ces coronaires soient protégés parce que si le sang est coupé, que le myocarde ne reçoit plus de sang, c'est l'ischémie, c'est l'infarctus du myocarde, c'est la mort. Comme disent nos profs, l'infarctus c'est la course contre le temps. Donc pour la coronaire droite, donc comme vous le savez, il y a une coronaire droite et une coronaire gauche. La coronaire droite va naître au-dessus de la cuspide antéro-droite de la valve aortique, pardon. Et donc on le voyait tout à l'heure sur la photo, c'était l'endroit où il y avait le stent. Donc on décrit pour la coronaire droite 3 segments. Tout d'abord un segment 1. Donc le segment 1 circule derrière l'auricule droit. On va décrire pour le segment 1 2 collatérales principales qui sont l'artère atriale droite qui permet de vasculariser le nœud sinus-atrial dans 60% des cas et une artère infundibulaire qui va venir faire le tour du tronc de l'artère pulmonaire. Ensuite, on a un segment 2. Donc le segment 2, lui, va circuler verticalement dans le sillon interatrioventriculaire antérieur et on lui décrit une collatérale qui est l'artère marginale antérieure qui permet de vasculariser l'apex du ventricule droit. Et enfin, on décrit le segment 3 qui lui est totalement postérieur, qu'on retrouve ici, et qui va venir se terminer dans la croix des sillons. Donc désormais, nous décrivons la coronaire gauche qui possède un tronc
de 3 à 4 cm et qui passe en arrière du pédicule artériel. Ça paraît logique, je vous le dis quand même, la coronaire gauche va naturellement prendre origine au-dessus de la cuspide antéro-gauche de la valve aortique. Donc le tronc commun derrière le pédicule artériel, ici, et ensuite va se diviser en deux. Une artère interventriculaire antérieure et une artère circonflexe qui va partir à la face postérieure du cœur, que nous allons retrouver ici au niveau du sillon interatrioventriculaire postérieur, donc entre l'atrium gauche et le ventricule gauche. Je peux vous décrire le fait que l'artère interventriculaire antérieure se prolonge également à la face postérieure du cœur et qu'elle va venir rejoindre l'artère interventriculaire postérieure qui va être une collatérale de la circonflexe au niveau de la face postérieure du cœur. L'artère circonflexe se termine également au niveau de la croix des sillons et donc les coronaires forment véritablement une couronne autour du cœur. Nous allons désormais décrire le péricarde qui est une enveloppe sérofibreuse qui entoure le cœur et la partie initiale des gros vaisseaux. Donc il va délimiter la cavité péricardique qui est physiologiquement virtuelle mais qui peut être comblée par du liquide lors de certaines pathologies, notamment la péricardite qui est donc une inflammation du péricarde. Et lorsqu'elle va se remplir de liquide, les battements vont être diminués à tel point qu'on a une pathologie qui s'appelle la tamponade cardiaque, c'est-à-dire qu'il y a tellement de liquide dans la cavité péricardique, la pression dans la cavité péricardique est tellement importante que les ventricules ne se remplissent plus correctement. Donc le péricarde séreux se compose, lui, de deux feuillets. On a un feuillet viscéral, qui va être aussi appelé épicarde, et un feuillet pariétal, qui est adhérent au péricarde fibreux. Ces deux feuillets donc délimitent la cavité péricardique et se rejoignent au niveau des lignes de réflexion. Donc, ici on regarde le cœur de l'extérieur. Le feuillet qu'on voit sur le péricarde séreux est le feuillet pariétal. Au niveau ici des lignes, de la ligne, c'est la ligne de réflexion. Et si on passe en dessous, se trouve le feuillet viscéral du péricarde séreux, donc l'épicarde. Vous pouvez voir également qu'on a une zone à la face postérieure du cœur qui est totalement dépéricardisée, c'est ce que l'on appelle le mésocarde. Et on peut décrire également quelques formations que fait le péricarde, à savoir notamment le sinus transverse de Theil. Le sinus transverse de Theil, il faut le visualiser comme un chemin, un canal entre donc le pédicule artériel et le pédicule veineux ici. Donc on va pouvoir véritablement passer un doigt entre l'aorte ascendante et le tronc de l'artère pulmonaire. Et en arrière, on va retrouver donc l'atrium gauche et l'origine de la veine cave supérieure. On va également pouvoir décrire le sinus oblique du péricarde qui constitue un récessus qui est également appelé cul-de-sac de Haller et qui se localise à l'arrière de l'oreillette gauche. Au niveau du pédicule artériel, donc la ligne de réflexion fait le tour complet, encercle totalement l'aorte et le tronc de l'artère pulmonaire, c'est ce qu'on appelle le croissant de Haller. Donc désormais, nous allons décrire le péricarde fibreux qui lui va doubler en dehors le feuillet pariétal du péricarde séreux. Donc le péricarde fibreux est un sac clos complètement hermétique qui va venir fixer et protéger le cœur. Et il faut savoir qu'il va également remonter jusqu'au niveau de l'origine du tronc artério-brachiocéphalique. Donc il prend en compte également la naissance des vaisseaux supra-aortiques. Le péricarde va être en contact en bas avec le centre phrénique et il va y être lié par ce que l'on appelle le ligament phréno-péricardique
et va être en contact en avant, donc avec la face postérieure du sternum, auquel il est rattaché par le ligament sterno-péricardique. Donc ces deux ligaments permettent de fixer le cœur dans le thorax, ce qui va venir totalement l'immobiliser. Donc rapidement, je vous fais un point sur la segmentation pulmonaire. Donc nous avons deux poumons qui sont rose pâle et qui vont également être recouverts d'une plèvre. On va retrouver une plèvre viscérale qui est totalement accolée au poumon et une plèvre pariétale qui va être accolée à la paroi thoracique et notamment par le fascia endothoracique. Au niveau du poumon droit, on va pouvoir retrouver trois lobes. Un lobe supérieur, un lobe moyen et un lobe inférieur. Le lobe inférieur va être individualisé des deux autres lobes par la grande scissure et le lobe moyen va pouvoir être individualisé du lobe supérieur par la petite scissure. Le sommet du lobe inférieur, qui est représenté ici, se nomme sommet de Fowler. Je vous en parle parce qu'il a une bronche qui lui est totalement dédiée, que nous verrons après. Pour le poumon gauche, nous retrouvons que deux lobes, un lobe supérieur et un lobe inférieur, qui sont individualisés par la scissure oblique. Fissure ou scissure, c'est la même chose. Il faut savoir que au niveau de ces fissures ou scissures, plonge également la plèvre viscérale. Et enfin, pour le lobe supérieur du poumon gauche, on va décrire deux segments, à savoir ici la culmène. Culmène, ça fait penser à le point culminal sur une montagne, donc c'est ce qui est le plus haut. C'est comme ça qu'on peut retenir. Et pour la partie inférieure du lobe supérieur, c'est ce que l'on appelle la lingula. Désormais, intéressons-nous à la segmentation de l'arbre bronchique, la division de l'arbre bronchique. Donc tout d'abord, nous avons une trachée thoracique. Nous avons à ce niveau-là la carène, qui correspond à la division de la trachée en bronches souches droite et gauche. La carène va se projeter en regard de la vertèbre T5. La bronche souche droite va être courte et verticale, tandis que la bronche souche gauche sera longue et plutôt horizontale. C'est pourquoi, lors de l'inhalation de corps étrangers, ils iront préférentiellement se loger dans la bronche souche droite. Et on retrouve le même phénomène avec l'intubation, lorsque l'anesthésiste donc intube le patient avant une chirurgie. Si on enfonce trop loin le tube d'intubation, il va rentrer dans la bronche souche droite et le poumon gauche ne sera plus du tout ventilé. C'est ce que l'on appelle l'intubation sélective, qui est notamment fait lorsque l'on a des hémoptysies, donc c'est-à-dire un saignement pulmonaire, et que en fait, le poumon est totalement noyé de sang, et pour sauver le poumon droit, on intube le patient sélectivement à droite, et ainsi on va pouvoir traiter la pathologie du poumon gauche. Donc pour la bronche souche droite, on va tout d'abord avoir une bronche lobaire supérieure. Et ensuite, nous allons retrouver une bronche intermédiaire. La bronche intermédiaire va se diviser en deux. Une bronche lobaire moyenne et une bronche lobaire inférieure. Et enfin, au niveau de la bronche inférieure, on va pouvoir retrouver la bronche de Nelson qui va venir ventiler le sommet de Fowler, donc le sommet du lobe inférieur du poumon droit. Donc à gauche, c'est un peu différent. La bronche souche gauche, étant donné qu'il n'y a que deux lobes pulmonaires, va se diviser en deux bronches lobaires. Une bronche lobaire supérieure et une bronche lobaire inférieure. Cependant, la bronche lobaire supérieure va se diviser en deux, à savoir une bronche culminale et une bronche lingulaire. La bronche culminale donc ventile le culmen du lobe supérieur gauche, qui correspond au lobe supérieur du poumon droit, et la bronche lingulaire va ventiler la lingula du lobe supérieur du poumon gauche, qui correspond au lobe moyen de notre poumon gauche. Et donc finalement, on retrouve une similitude presque entre
les bronches gauche et les bronches droites, à savoir que la bronche culminale correspond à notre bronche lobaire supérieure à droite, notre bronche lingulaire correspond à notre bronche lobaire moyenne droite, et la bronche lobaire inférieure gauche correspond à la bronche lobaire inférieure droite. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu, que vous avez compris des trucs et que tout est clair pour vous, que vous avez apprécié mes petites musiques que je vous ai mis en fond. Et donc on se retrouve pour le présentiel. Et pour l'examen blanc, je sais d'ores et déjà ce qui va tomber. Je ne vous interrogerai pas sur les pathologies. Par contre, je veux que vous sachiez le cours de base, quoi. Donc voilà.